Avez-vous déjà ressenti ce vide immense, comme si le vent avait emporté non seulement votre maison, mais aussi les fondations de votre cœur? Laissez-moi, votre vieille Odette, vous murmurer cette histoire au coin du feu, avec la douceur d'un thé à la menthe et la fermeté d'une tasse posée un peu trop fort sur la table. À 67 ans, j'ai cru avoir tout vu des caprices de la vie. Eh bien, j'avais tort. Asseyez-vous, mes chers, et écoutez jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire la ville d'où vous nous regardez, que je sache jusqu'où mon récit porte son écho. Mon nom est Odette, et à 67 ans, je pensais avoir connu tous les chagrins que la vie pouvait m'infliger. Je me trompais. La sirène de la tornade s'est mise à hurler à 15 heures, 15 un mardi après-midi, qui avait commencé comme tant d'autres. J'étais dans ma cuisine, la même où j'avais élevé mon fils Marc, en train de préparer mon thé de l'après-midi habituel. Le météorologue avait parlé de possibles orages, mais dans notre coin d'Occitanie, près de Toulouse, ce n'était pas nouveau. Nous en avions traversé des dizaines au fil des ans. J'aurais dû prêter plus d'attention aux alertes. Le vent s'est levé plus vite que jamais. En quelques minutes, le ciel a viré à un vert noir sinistre qui m'a noué l'estomac de peur. J'ai attrapé ma radio d'urgence et entendu les mots qui allaient tout changer. Une grosse tornade au sol se déplaçant vers le nord-est en direction du quartier de Maubec. C'était mon quartier. J'avais peut-être 10 minutes pour rassembler ce que je pouvais. Mes mains tremblaient, en fourrant des albums photos, des papiers importants et quelques bijoux dans une valise. 43 ans de souvenirs, et je ne pouvais en sauver que ce qui tenait dans un sac. La photo de mariage avec Henri et moi, les premiers portraits de bébé de Marc, le collier de perles de ma mère. Tout le reste devrait rester. Le sous-sol semblait différent ce jour-là, plus froid, plus définitif. Je me suis recroquevillée dans un coin serrant contre moi le vieux pull d'Henri, écoutant ce qui ressemblait à un train de marchandises, déchirant mon monde au-dessus. La maison a gémi et craqué, luttant contre des forces bien plus puissantes que la solide structure dont Henri avait été si fier quand nous l'avions achetée en 1980. Puis est venu le silence, ce silence creux et affreux qui signifie que tout ce que vous connaissiez a disparu. Quand j'ai enfin gravi ces marches du sous-sol, mes jambes me portaient à peine. À la place de mon salon, il y avait le ciel, juste le ciel ouvert, et des débris éparpillés comme des confettis après une fête cruelle. La table de la cuisine où Marc faisait ses devoirs était encastrée dans ce qui restait du mur du garage. Mon rosier que j'avais soigné pendant 20 ans ressemblait à un smoothie passé au mixeur. Je suis restée là au milieu des ruines de ma vie, toujours enveloppée dans le pull d'Henri, et j'ai pleuré pour la première fois depuis ses funérailles 8 ans plus tôt. Les voisins, dont les maisons avaient tenu bon, m'ont accueilli cette première nuit. La douce Madame Patel d'à côté a insisté pour que je reste chez elle, mais sa maison était endommagée elle aussi et elle avait sa propre famille à s'occuper. La Croix-Rouge a monté des abris, mais l'idée de dormir dans un gymnase bondé d'inconnus me faisait me sentir encore plus perdue que je ne l'étais déjà. C'est là que j'ai su que je devais appeler Marc. Mon fils habite à environ 3/4 d'heure d'ici à Toulouse, dans un quartier chic, avec des rues bordées d'arbres et des maisons qui sortent tout droit d'un magazine. Il y avait emménagé il y a 5 ans, quand il avait été promu directeur régional dans sa compagnie d'assurance. Nous n'étions pas proches, pas comme une mère, et son fils devrait l'être, mais c'était la seule famille qu'il me restait. J'ai utilisé le téléphone de Madame Patel, car le mien était quelque part sous ce qui avait été ma chambre. Mes mains tremblaient en composant son numéro, un numéro que j'avais mémorisé, mais que je n'appelais que pour son anniversaire ou Noël. Marc, mon chéri, c'est maman. Ma voix sonnait plus petite que je ne l'aurais voulu. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversée. La tornade a frappé la maison, mon cœur. Elle est partie. Tout est parti. Il y a eu une pause qui a duré une éternité. Tu es blessée? Non, je vais bien, mais j'ai besoin d'un endroit où loger le temps de m'organiser. Juste temporairement. Une autre pause. Bien sûr, maman. Bien sûr. Viens. On va s'en sortir. Le soulagement qui m'a envahi était si fort que j'ai failli m'effondrer. Mon fils prendrait soin de moi. Malgré toute notre distance, tous ces appels manqués et ces dîners de famille maladroits, il restait mon petit garçon. Le lendemain matin, j'ai trié ce qui pouvait être sauvé des débris. L'expert en assurance, un jeune homme qui aurait préféré être n'importe où ailleurs, a traversé les restes de ma maison avec son bloc-notes et son appareil photo. Perte totale, a-t-il dit, comme si ces 2 mots ne résumaient pas toute ma vie. Combien n'ai-je demandé, même si j'appréhendais la réponse?
Eh bien, vous aviez une police de 120 000 € sur la structure, mais avec la franchise et la dépréciation, vous pouvez compter sur 90 000 €, peut-être moins. 90 000 € pour rebâtir 43 ans de vie, c'était impossible. Madame Patel m'a aidé à emballer ce peu que j'avais pu sauver dans sa voiture. 3 sacs poubelles de vêtements qui sentaient de la boue et le désastre. Une valise de photos et de papier et la boîte à outils d'Henri qui avait miraculeusement survécu dans le garage. C'était tout ce qui me restait de la vie que j'avais construite. Le trajet jusqu'à la maison de Marc ressemblait à un voyage dans un pays étranger. Tout semblait différent quand on n'avait plus d'endroit où revenir. Les repères familiers, c'est la station-service où j'achetais toujours mes billets de loto, le bistrot, où Henri et moi prenions notre petit déjeuner. Non, le dimanche, ils appartenaient maintenant à la vie de quelqu'un d'autre. Le quartier de Marc était indemne. Des pelouses impeccables, des allées parfaites, des vies parfaites qui continuaient comme la veille. Je me sentais comme une intruse, portant mon désastre dans leur monde immaculé. Sa maison était une coloniale à 2 étages, avec des volets blancs et une porte rouge que Sophie, sa compagne, avait choisie. Je l'avais rencontrée exactement 3 fois en 2 ans qu'ils étaient ensemble. Elle avait 32 ans contre ses 40, et à lui travaillait dans une agence de pub en centre-ville, et avait un avis sur tout de la couleur des murs au vin à servir au dîner. J'ai garé la voiture de Madame Patel dans leur allée, et je suis restée là un moment à rassembler mon courage. C'était temporaire, me suis-je dit, juste le temps que l'argent de l'assurance arrive et que je trouve un petit appartement quelque part. Je n'imaginais pas que franchir le seuil de la porte de mon fils avec mes 3 sacs serait l'une des choses les plus dures que j'ai jamais faites. Mais en levant la main pour frapper, j'ai ressenti une sensation familière, ce vide creux que j'avais eu quand Henri était mort, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je ne savais pas encore à quel point j'allais tomber plus bas. Marc a ouvert la porte avant que je frappe comme s'il m'avait vu par la fenêtre. Pendant un instant, voir son visage familier et les yeux d'Henri, mon menton têtu, m'a fait croire que tout irait bien. C'était mon fils, mon unique enfant. Le sang devait bien compter pour quelque chose. Maman. Il s'est écarté pour me laisser entrer, mais sa voix portait quelque chose que je n'identifiais pas tout à fait. De la distance peut-être, ou de l'inconfort. Sophie est apparue derrière lui presque aussitôt, comme si elle attendait dans les coulisses. Elle portait un jean blanc et une blouse en soie, qui valaient sûrement plus que mes courses mensuelles d'autrefois. Ses cheveux blonds étaient noués en un chignon désordonné qui semblait parfait, et son sourire n'atteignait jamais ses yeux. « Odette, quelle horreur pour votre maison », a-t-elle dit. Mais elle regardait mes sacs poubelles, pas moi. Marc m'a raconté. J'ai posé mes sacs dans leur entrée immaculée, soudain consciente de ma tenue. Mes vêtements portaient encore l'odeur du désastre. Bois mouillé, boue et quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. Peut-être la destruction ou la perte. Ce n'est que temporaire, ai-je dit vite. Juste le temps de me remettre sur pied. Marc et Sophie ont échangé un regard. Un de ces échanges muets que les couples ont qui excluent tout le monde d'autre dans la pièce. J'en avais vu des milliers entre Henri et moi, mais de l'autre côté, c'était comme être mise à la porte d'un club dont j'ignorais l'existence. Allons nous asseoir et discuter, a dit Marc en me guidant vers leur salon. Leur maison était belle comme celle des magazines. Tout s'harmonisait. Rien n'était de travers. Des meubles blancs qui semblaient neufs, des tables basses en verre, reflétant la lumière des fenêtres si propres qu'elles paraissaient invisibles. C'était le genre de maison où on avait peur de toucher quoi que ce soit. Je me suis perchée sur le bord de leur canapé impeccable, mes chaussures boueuses, posées fermement sur leur parquet lustré. Sophie a remarqué et a légèrement grimacé. « Alors, quel est le plan ?» a demandé Marc, en s'installant dans le fauteuil en face de moi. Pas à côté de moi, sur le canapé où il aurait pu passer un bras autour de sa mère, en deuil mais en face comme si nous menions une affaire. Eh bien, l'expert dit que ça prendra quelques semaines pour tout traiter, peut-être un mois. J'espérais pouvoir rester ici jusque-là, juste le temps de trouver un petit appartement ou quelque chose. Le silence qui a suivi a duré 10 secondes de trop. J'ai vu le visage de Sophie changer sa mâchoire, se crisper presque imperceptiblement. Elle a tendu la main et posé la sienne sur le bras de Marc, un geste qui semblait soutenant, mais qui sonnait possessif. « Maman » a commencé Marc, et à son ton je savais que ce qui allait suivre briserait mon cœur. Le fait était que Sophie et moi en avons parlé et nous tenons vraiment à notre intimité ici. Nous travaillons de longues heures, et c'est notre havre de paix, tu vois. J'ai cligné des yeux sans comprendre. Je ne serai pas dans vos pattes. Je resterai discrète, j'aiderai pour la cuisine, le ménage.
Je ne serai pas un problème. Sophie s'est penchée en avant, sa voix douce mais ferme. Ce n'est pas une question de problème, Odette, c'est une question d'espace. Cette maison, c'est notre premier foyer ensemble, et nous cherchons encore notre rythme de couple. Je suis sa mère, ai-je dit les mots plus aigus que je ne l'aurais voulu. Bien sûr que vous l'êtes, a répondu Sophie avec fluidité, et c'est précisément pourquoi nous pensons que vous seriez plus à l'aise ailleurs, quelque part où vous pourriez garder votre indépendance pendant que vous rebâtissez. J'ai regardé Marc attendant qu'il la contredise, qu'il se souvienne que j'étais la femme qui avait veillé sur lui pendant chaque fièvre, qui avait fait des doubles shifts pour payer ses livres d'université, qui lui avait tenu la main pendant son divorce il y a 3 ans quand son ex-femme l'avait quitté pour son coach sportif. Au lieu de ça, il a hoché la tête. Sophie a raison, maman. Nous pensons que tu serais plus heureuse avec ton propre espace. Les mots m'ont frappée comme un coup physique. J'ai senti ma poitrine se serrer comme si on pressait mes poumons. Plus heureuse, Marc, j'ai tout perdu, hier, tout. Et tu penses que je serai plus heureuse seule dans une chambre d'hôtel qu'ici avec ma famille? Ça n'a pas à être un hôtel, a dit Sophie vite. Il y a des résidences temporaires charmantes près du centre commercial, très propres, très sécurisées, avec de petites kitchenettes pour que vous puissiez cuisiner. Je l'ai fixé. Cette femme qui était dans la vie de mon fils depuis 2 ans me disant où je devais vivre après avoir perdu mon foyer. Et comment suis-je censée payer pour cette charmante résidence temporaire? L'argent de l'assurance n'arrivera pas avant des semaines. Marc s'est agité mal à l'aise. Je pourrais t'aider pour ça. Quelques centaines d'euros pour démarrer. Quelques centaines. Comme si j'étais une parente éloignée, qu'il connaissait à peine pas la femme qui lui avait donné la vie. Marc, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Je t'ai changé les couches. Je t'ai bercé des nuits entières quand tu avais les coliques. Je t'ai appris à faire du vélo, à aider avec tes devoirs. Et je t'ai tenu dans mes bras quand Sarah Duval t'a brisé le cœur en 6e. Son visage s'est crispé légèrement, mais Sophie a serré son bras plus fort. Personne ne remet en question ton passé, a-t-elle dit. Nous pensons juste que tout le monde serait plus à l'aise avec des limites claires. Des limites, j'avais entendu ce mot de la conseillère que Marc avait vu après son divorce. Tout tournait autour des limites. Maintenant, vous me mettez à la porte, ai-je dit platement. Nous ne te mettons pas à la porte, a protesté Marc. Nous disons juste que cet arrangement ne conviendrait à personne. De qui vient cette idée, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Je le voyais à la façon dont Sophie s'est un peu reculée satisfaite, comme si elle avait gagné quelque chose. Nous en avons discuté ensemble, a dit Marc, mais il évitait mon regard. Je me suis levée lentement, mes genoux craquant d'une façon qui me rappelait que j'avais 67 ans et que j'étais seule au monde. Je vois. Maman, ne sois pas comme ça. Nous essayons de faire ce qui est bon pour tout le monde. Ce qui est bon pour tout le monde, ai-je répété les mots comme s'ils étaient en langue étrangère. Ce qui serait bon pour tout le monde, Marc, c'est que ta mère n'ait pas à dormir dans sa voiture ce soir. Le visage parfaitement maquillé de Sophie s'est arrangé en une expression de souci. Tu n'as pas à dormir dans ta voiture. Comme je l'ai dit, il y a des options. J'ai regardé une dernière fois leur salon impeccable, les photos de famille avec Marc et Sophie, mais sans moi. Les meubles chers sur lesquels on ne vivait pas vraiment, mon fils qui avait choisi cette femme froide et belle plutôt que sa propre mère. Tu as raison, ai-je dit enfin. Il y a toujours des options. J'ai ramassé mes 3 sacs poubelles et la boîte à outils d'Henri, leur poids semblant plus lourd maintenant que je savais où je n'étais pas la bienvenue. Marc s'est levé l'air mal à l'aise, mais pas assez pour changer d'avis. Je t'appellerai dans quelques jours, a-t-il dit, une fois que tu seras installé quelque part. Ne te dérange pas, ai-je dit surprise par la fermeté de ma voix. Je ne voudrais pas empiéter sur votre havre de paix. Sophie a eu la décence de sembler un peu honteuse, mais pas assez pour prendre la parole. Pas assez pour dire « Attends, c'est mal, c'est ta mère ». Je suis sortie de cette maison parfaite avec son couple parfait et leurs limites parfaites, et je suis restée longtemps assise dans la voiture empruntée de Madame Patel et avant de pouvoir démarrer. Par leurs fenêtres du salon, je voyais Marc et Sophie discuter probablement sur à quel point j'étais difficile, quel drame j'apportais dans leur vie paisible. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant des années, après la mort d'Henri, je m'étais répété que j'étais forte indépendante, que je n'avais besoin de personne. Maintenant, quand j'avais vraiment besoin d'aide, je découvrais que l'indépendance est un luxe qu'on ne peut s'offrir que quand on a des choix. J'ai conduit jusqu'au parking d'un supermarché et je suis restée là tandis que le soleil se couchait, essayant de deviner où une femme de 67 ans, avec 93 € dans son sac et 3 sacs de vêtements, abîmés par la tornade, devait dormir.
La voiture se refroidissait et j'avais peut-être 2 heures avant que le vigile me remarque et me demande de partir. C'est là que j'ai pensé à la carte de visite que je portais dans mon portefeuille depuis presque 50 ans, jaunie par le temps et adoucie par les manipulations. Une carte que je n'avais jamais cru utiliser d'un garçon que j'avais aimé quand le monde était jeune et que tout semblait possible. Jacques Moreau, le garçon qui m'avait promis de revenir un jour, avant que la vie ne s'en mêle et que ce jour ne vienne jamais. J'ai sorti mon téléphone et fixé les chiffres effacés sur la carte, me demandant s'ils étaient encore valides, s'il était encore en vie, si j'avais le courage de le savoir. J'ai passé 3 nuits à dormir dans cette voiture empruntée avant de trouver le courage d'appeler. 3 nuits à me réveiller avec un torticolis et le goût de la honte dans la bouche. 3 nuits à changer de parking en parking pour que la sécurité ne remarque pas la vieille dame vivant dans son véhicule. 3 nuits à utiliser les toilettes des stations-service pour me laver le visage et me brosser les dents, évitant le regard de mon reflet parce que je ne supportais pas ce que j'y voyais. La carte de visite était comme du papier tissu entre mes doigts, usée 12 par 5 décennies à être portée sans être utilisée. Jacques Moreau, disait-elle en encre bleue fanée. En dessous, un numéro avec un indicatif que je ne reconnaissais pas. Au dos de ma propre écriture juvénile, n'oublie jamais. J'avais écrit ces mots à 17 ans, croyant avec la certitude absolue de la jeunesse que Jacques Moreau serait le grand amour de ma vie. Il en avait 18, avec des cheveux noirs qui tombaient sur son front et des yeux de la couleur des orages d'été. Il travaillait après les cours dans le garage de son père et rêvait plus grand de bâtir quelque chose qui compte. Nous avions sorti ensemble pendant 8 mois, ce qui à 17 ans semblait une éternité. Il m'emmenait à l'ancienne carrière en dehors de la ville, où nous nous asseyions sur le capot de sa vieille Citroën cabossée et parlions de nos projets. Il allait lancer sa propre affaire, disait-il. Quelque chose dans la construction peut-être, ou l'immobilier, quelque chose qui le rendrait assez riche pour me donner tout ce que je méritais. Je reviendrai te chercher, Odette, m'avait-il promis la nuit avant de partir pour l'université à Paris. Je vais me faire un nom, et puis je reviendrai et je t'épouserai. Mais les promesses de 17 ans s'effacent quand la vraie vie prend le dessus. Il écrivait d'abord de longues lettres passionnées, pleines de rêves et de plans. J'y répondais en lui racontant mes cours de dactylo, mon boulot à la banque, comment je l'attendais comme promis. Puis les lettres se sont espacées raccourcies. Quand j'ai rencontré Henri 6 mois plus tard à une kermesse paroissiale, Jacques semblait un beau rêve que j'avais fait, une fois trop beau pour être vrai. Henri était stable, fiable, déjà 25 ans, avec un bon poste à la poste. Il ne me promettait pas le monde, mais un foyer, une famille, la sécurité. Quand il m'a demandé en mariage après 4 mois de fiançailles, j'ai dit oui. J'ai glissé la carte de visite de Jacques dans la poche de ma robe de mariée, un talisman secret que je n'arrivais pas à jeter. Maintenant, 50 ans plus tard, assise dans une voiture qui n'était pas la mienne sur un parking de supermarché, je me demandais ce qu'était devenu ce garçon rêveur aux yeux d'orage. J'avais suivi sa trace sporadiquement au fil des ans, comme on fait avec les premiers amours. Par des amis communs, j'avais appris qu'il avait tenu ses promesses, lancé une entreprise de construction qui était devenue immense. Jamais marié, ce qui surprenait. Trop occupé à bâtir son empire, disait-il. Ce Moreau était toujours ambitieux. La dernière nouvelle remontait à 10 ans, son entreprise s'était étendue au-delà de l'Occitanie jusqu'en Provence et en Bretagne. Moreau Développement construisant des centres commerciaux et des bureaux. Le garçon du garage était devenu l'homme en costume chair qui prenait des décisions affectant des centaines de personnes. Qu'est-ce que cet homme voudrait d'une veuve de 67 ans dormant dans une voiture empruntée ? La partie rationnelle de mon cerveau disait que c'était ridicule, pathétique même. On n'appelle pas quelqu'un après 50 ans parce que sa vie s'est effondrée. On ne contacte pas son petit ami d'adolescence quand on est vieille et désespérée, sans nulle part où aller. Mais la rationalité est un luxe quand on compte les pièces dans son sac pour savoir si on a de quoi un café dans une salle de bain qui ferme à clé. Le 4e matin, je n'en pouvais plus. Mon dos me lançait d'avoir dormi recroquevillé sur le siège avant. Mes vêtements sentaient mal l'intérieur de voiture et j'avais dépensé mon dernier argent pour un sandwich de station-service qui avait le goût de carton et de désespoir. Je suis restée sur le parking d'un McDonald's, fixant la carte les mains tremblantes, plus que le froid matinal. Qu'allais-je dire ? « Allô Jacques ? Tu te souviens de moi, je suis sans abri maintenant. Tu peux m'aider ?» Le numéro était sûrement déconnecté. Ou il sonnerait chez une secrétaire qui m'informerait poliment que M. Moreau était trop important pour des appels de femmes aléatoires prétendant le connaître du lycée. Mais, et si ce n'était pas le cas ? Et s'il répondait
Mon cœur battait comme un tambour en composant le numéro. Chaque chiffre était un pas au bord du précipice. Ça a sonné une fois, deux fois. Moreau développement. C'est Jacques à l'appareil. Sa voix plus grave maintenant usée par le temps et les responsabilités, mais incontestablement la sienne. Après 50 ans, j'aurais reconnu cette voix n'importe où. J'ai failli raccrocher, appuyer sur fin d'appel et m'en aller trouver une autre solution. Mais quelque chose dans son ton, une chaleur qui traversait le téléphone comme une couverture m'a fait parler. Jacques, c'est Odette. Odette Lefebvre. Enfin, Odette Durand maintenant, mais c'était Lefebvre avant. Silence assez long pour que je pense que l'appel avait coupé ou qu'il avait raccroché ou qu'il ne savait pas qui j'étais. Puis Odette, juste mon nom prononcé comme une prière ou une merveille, comme s'il n'y croyait pas. Je suis désolée de t'appeler comme ça et je balbutiais les mots, se bousculant dans ma hâte d'expliquer avant qu'il ne raccroche. Je sais que ça fait longtemps et que je ne devrais pas, mais je ne savais pas vers qui me tourner. Où es-tu m'a-t-il interrompu la voix tranchante d'inquiétude. Je suis à Toulouse. Enfin, plus ou moins, je suis sur un parking à Toulouse et je sais que ça semble fou, mais ma maison a été détruite par la tornade la semaine dernière et mon fils, il ne veut pas que je reste chez lui et je n'ai nulle part où aller. Les mots sortaient en rafale, chacun plus dur à dire que le précédent. Admettre que son propre enfant vous avait rejeté, c'était avouer qu'on avait échoué au plus fondamental de l'humain. Donne-moi ta position, a dit Jacques, la voix tout à faire maintenant. J'arrive te chercher. Tu n'as pas à faire ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé. J'avais juste besoin d'entendre une voix amicale. Odette, son ton s'est brisé. Pas de discussion. Dis-moi où tu es. Je vais déjà à ma voiture. Par le téléphone, j'entendais une porte se fermer, un moteur démarrer. Il venait vraiment. Cet homme que je n'avais pas vu depuis 50 ans lâcher ses affaires importantes pour me secourir d'un parking de McDonald's. Je lui ai donné l'adresse, ma voix à peine un murmure. Jacques, écoute. Je ne suis plus la fille dont tu te souviens. Moi non plus, a-t-il dit, et j'entendais le sourire dans sa voix. Mais j'attends cet appel depuis 50 ans. Après avoir raccroché, je suis restée 2 heures sur ce parking alternant, entre panique et incrédulité. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qu'on faisait? C'était de la folie. On ne reprend pas les relations après 5 décennies comme si on continuait une conversation d'hier. Mais en guettant l'entrée du parking attendant une voiture que je ne reconnaîtrais pas avec un homme qui pourrait ne pas me reconnaître, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas senti depuis les premières sirènes de tornade. De l'espoir, peut-être un espoir fou, peut-être qui mènerait à plus de déception, plus de chagrin, mais c'était de l'espoir quand même. Et à 67 ans, avec rien à perdre, l'espoir valait le risque. À 11h37 précise. Une Lexus argentée est entrée sur le parking avançant lentement comme si le conducteur cherchait quelque chose ou quelqu'un. Je l'ai regardé approcher par mon pare-brise, mon cœur cognant contre mes côtes comme un oiseau en cage. Les vitres teintées m'empêchaient de voir à l'intérieur, mais au fond de ma poitrine, quelque chose me disait que c'était lui. La voiture s'est arrêtée 3 places plus loin et la portière du conducteur s'est ouverte. Même après 50 ans, même avec des cheveux gris et des rides autour des yeux, même portant le poids de décennies que je n'avais pas partagé puis avec lui, je l'ai reconnu tout de suite. Jacques Moreau est sorti de cette voiture comme s'il sortait de mes rêves. Et quand ses yeux ont croisé les miens à travers mon pare-brise, les années se sont effondrées entre nous, comme si elles n'avaient jamais existé. Jacques s'est avancé vers ma voiture avec la même assurance facile qu'à 18 ans. Mais maintenant, elle était affinée, polie par le succès et la maturité. Il portait un jean sombre et un pull bleu marine qui valait sûrement plus que mes anciennes courses mensuelles. Mais ces yeux gris orage qui avaient tenté mes rêves pendant des décennies, étaient exactement les mêmes. J'aurais voulu me cacher, m'enfoncer dans mon siège et prétendre que ça n'arrivait pas. J'avais l'air terrible. Mes cheveux n'avaient pas été lavés correctement depuis 4 jours. Mes vêtements étaient froissés de les avoir portés pour dormir et je sentais le désespoir et la déception. Mais il était déjà à ma portière tapotant doucement la vitre avec un sourire qui m'a fait sauter le cœur comme à 17 ans. J'ai baissé la fenêtre, soudain incapable de respirer. « Bonjour, Odette, a-t-il dit doucement. De près, je voyais les changements du temps. Ses cheveux noirs étaient argentés, maintenant coupés courts et professionnels. Des rides marquaient les coins de ses yeux et encadraient sa bouche. Il était plus large aux épaules, plus solide, comme si le succès lui avait donné du poids physique avec tout le reste. Mais quand il m'a souri par cette vitre de voiture, j'ai vu le garçon qui m'emmenait à la carrière et me parlait de ses rêves. « Salut » ai-je réussi à dire.
Ma voix à peine un murmure. Il a étudié mon visage un long moment, ses yeux gris absorbant chaque détail. J'aurais voulu m'excuser pour mon allure, pour ma chute si basse, pour l'avoir appelé après toutes ces années, sans rien offrir que des problèmes. Au lieu de ça, il a dit 3 mots qui ont tout changé. Tu es belle. J'ai éclaté en sanglots. Là, sur ce parking de McDonald's, avec Jacques Moreau debout, près de ma voiture, empruntée, je me suis effondrée complètement. 50 ans de larmes retenues, 4 jours de nuit, à la dure une vie à m'entendre dire que je n'étais pas assez. Tout est sorti en sanglots laids et haletants que je ne contrôlais pas. Il n'a rien dit d'autre, n'a pas essayé de me faire taire ou de me dire que tout irait bien. Il a juste ouvert ma portière, m'a aidé à sortir et m'a enveloppée de ses bras pendant que je m'écroulais contre sa poitrine. Il sentait le parfum cher et le linge propre, le succès et la stabilité, tout ce que j'avais perdu et tout ce que je n'avais jamais eu. Son pull était doux contre ma joue et ses bras forts autour de mes épaules tremblantes. Pardon, ai-je haleté contre sa poitrine. Pardon, Jacques, je n'aurais pas dû appeler, je n'aurais pas dû t'entraîner dans ce gâchis. Chut, a-t-il murmuré, sa main caressant mon dos. Tu aurais dû appeler il y a des années. Quand les larmes se sont enfin taries, je me suis reculée pour le regarder embarrassé par la tache humide que j'avais laissée sur son pull cher. Je dois ressembler à un désastre. Il a tendu la main et essuyé une larme sur ma joue, son toucher doux comme un souffle. Tu ressembles à quelqu'un qui a traversé l'enfer et en est ressorti. Ce n'est pas un désastre, Odette, c'est de la force. J'ai ri, mais ça sortait tremblant et amer. De la force. J'ai 67 ans, je dors dans une voiture empruntée parce que mon propre fils ne veut pas de moi. Ce n'est pas de la force. C'est pathétique, sa mâchoire s'est crispée. Et pendant un instant, j'ai vu l'éclat de colère qu'il essayait de cacher. Ton fils est un idiot. Tu ne le connais pas. Je n'ai pas besoin de le connaître. Je te connais toi. Il a fait une pause, ses mains, reposant doucement sur mes épaules. Ou du moins, je te connaissais. Et l'Odette Lefèvre que je connaissais n'aurait jamais tourné le dos à quelqu'un dans le besoin, surtout pas de la famille. La façon dont il a prononcé mon nom de jeune fille comme un trésor précieux qu'il avait gardé toutes ces années m'a serré la poitrine de nostalgie pour la fille que j'avais été. C'était il y a longtemps, ai-je dit. Je ne suis plus cette fille. Peut-être pas a-t-il acquiescé, mais j'aimerais connaître la femme qu'elle est devenue. Il m'a aidé à rassembler mes maigres affaires de la voiture, les 3 sacs poubelles, la boîte à outils, d'Henri mon sac, avec son contenu chiche. S'il était choqué par ce peu que j'avais, il ne l'a pas montré. Il a chargé tout dans le coffre de sa Lexus, comme si mes vêtements abîmés par la tornade et mes souvenirs brisés étaient un fret précieux. Où allons-nous, ai-je demandé, tandis qu'il m'ouvrait la portière passager. Chez moi, a-t-il dit simplement. Le trajet a duré 3/4 d'heure, serpentant à travers des quartiers de plus en plus aisés jusqu'à une zone que je n'avais jamais vue. Des collines ondulantes parsemées de domaines, cachés derrière des murs de pierre et des grilles en fer, des arbres comme posés par un paysagiste, des boîtes aux lettres qui valaient plus que la plupart des voitures. Jacques a tourné dans une longue allée marquée seulement par une petite plaque en laiton Moreau. L'allée serpentait entre de vieux chênes et des jardins taillés avant de s'ouvrir en un rond-point devant une maison qui m'a coupé le souffle. Elle n'était pas tapée à l'œil ni voyante. Elle était élégante comme l'est l'argent vrai, discret, confiant, bâti pour durer. Pierre et bois avec de hautes fenêtres captant la lumière de l'après-midi et une véranda à l'arrière invitant à s'asseoir et à rester. Jacques ai-je soufflé, fixant ce monument à tout ce qu'il avait accompli. C'est incroyable. Il a garé la voiture, mais n'est pas descendu tout de suite. Au lieu de ça, il est resté là à regarder la maison comme s'il la voyait à travers mes yeux. Elle est trop grande, a-t-il dit doucement. Elle l'a toujours été. Je l'ai construite en pensant la remplir un jour, mais il a haussé les épaules. Un geste si familier qu'il m'a serré le cœur. Certains rêves ne se réalisent pas comme prévu. Tu ne t'es jamais mariée. La question m'a échappé avant que je puisse la retenir. Il s'est tourné vers moi, son expression indéchiffrable. J'ai failli plusieurs fois, mais il manquait toujours quelque chose. Toi, a-t-il dit simplement, comme si c'était l'évidence même. Le mot a flotté entre nous dans la voiture silencieuse, chargée de 50 ans de et si et de peut-être. J'aurais voulu lui demander ce qu'il voulait dire, comprendre comment j'avais pu manquer à une vie dont je n'avais jamais fait partie. Mais avant que je trouve les mots, il sortait de la voiture, contourné pour m'ouvrir la portière. La maison était encore plus impressionnante à l'intérieur. Des parquets qui luisaient comme du miel, des plafonds qui s'élevaient
haut des meubles qui semblaient sortis d'un magazine d'architecture, mais ça ne faisait pas froid ni muséal. Il y avait des livres partout, des fauteuils confortables près des fenêtres, des photos éparpillées sur les tables d'appoint. Ça ressemblait à un foyer où quelqu'un vivait vraiment pas, juste une vitrine pour le succès. As-tu faim a demandé Jacques en me guidant vers une cuisine plus grande que mon ancien salon tout entier. Je m'apprêtais à faire le déjeuner quand tu as appelé. J'ai réalisé que je mourais de faim. Le sandwich de station-service de la veille semblait dater d'une semaine et mon estomac se nouait de vide et de nerfs. Je ne veux pas être un problème, ai-je commencé, mais il m'a coupé d'un regard. Odette arrête. Tu n'es pas un problème. Tu es... Il a fait une pause cherchant ses mots. Tu es la réponse à une question que je me pose depuis 50 ans. Pendant qu'il cuisinait, et il cuisinait vraiment se mouvant dans cette immense cuisine avec l'aisance de quelqu'un qui avait appris à se débrouiller seul, j'ai étudié les photos éparpillées dans la pièce. Jacques a des cérémonies de pose de première pierre coupant des rubans serrant des mains de gens importants. Jacques avec diverses femmes à des galas de charité et dîners d'affaires, toujours souriant mais jamais tout à fait complet. « Raconte-moi ta vie », a-t-il dit en posant devant moi une assiette de poulet grillé à la perfection et de légumes rôtis. « Raconte-moi, Henri, ton fils, tout ce que j'ai manqué. » Alors j'ai raconté. Au-dessus d'un déjeuner qui avait le goût du paradis après des jours de bouffe de station-service, je lui ai parlé de mon mariage avec Henri, l'Henri stable confortable qui m'avait donné sécurité et compagnie, sinon passion. De Marc le bébé que j'avais tant désiré et aimé si fort, qui avait grandi en un étranger, valorisant le confort de sa compagne plus que les besoins de sa mère. Je lui ai raconté les années à être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne veuve, la tornade qui avait tout emporté et le fils qui avait pris le reste. Jacques a écouté sans m'interrompre, ses yeux gris ne quittant pas mon visage. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment. « Je suis désolée », a-t-il dit enfin. Désolé pour Henri, pour ta maison, pour ton fils. Mais pas désolé que tu m'aies appelé. Pourquoi la question est sortie plus petite que je ne l'aurais voulu. Il a tendu la main par-dessus la table et pris la mienne dans la sienne. Toujours forte, toujours douce, toujours capable de faire battre mon cœur après toutes ces années. Parce que je ne t'ai jamais arrêté d'aimer, a-t-il dit doucement. Parce que chaque affaire que j'ai conclue, chaque succès que j'ai eu, chaque euro gagné, c'était pour mériter de toi quand tu reviendrais. Jacques, je sais que ça semble fou. Je sais que 50 ans, c'est long et que nous sommes différents maintenant. Mais quand j'ai entendu ta voix au téléphone aujourd'hui, c'était comme si la pièce manquante de ma vie s'emboîtait enfin. J'ai fixé nos mains jointes à la sienne tannée et manucuré la mienne, usée par le travail et marquée de chaque jour de mes 67 ans. Je ne suis plus la fille dont tu te souviens, n'en a-t-il acquiescé. Tu es mieux, tu es vrai. Tu as vécu, aimé, perdu, survécu. Cette fille de 17 ans était belle, mais c'était du potentiel. Tu es la femme que ce potentiel est devenu. Les mots se sont posés autour de mon cœur comme une couverture chaude guérissant des blessures que j'ignorais encore porter. Pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, je me sentais vue non comme la mère de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un ou le fardeau de quelqu'un, mais comme moi-même. Et maintenant, ai-je demandé? Jacques a souri. Ce sourire dévastateur qui m'avait fait tomber amoureuse de lui quand le monde était jeune. Maintenant, nous voyons à quoi ressemble le reste de nos vies. Ensemble, si tu le veux bien. Assise dans sa belle cuisine pleine de bonne nourriture et de possibilités, j'ai réalisé que parfois la tornade qui détruit votre ancienne vie ne fait que place pour celle que vous étiez destinée à avoir. Vivre avec Jacques, c'était découvrir une version de moi-même que j'avais oubliée. La première semaine a été maladroite, nous marchant sur la pointe des pieds, comme des étrangers polis partageant un espace. Il m'a donné l'aile des invités entières de sa maison, une chambre plus grande que mon ancien salon, une salle de bain privée avec une baignoire d'angle pour deux et un coin salon dominant ses jardins. Je me sentais comme dans un hôtel de luxe, craignant de toucher quoi que ce soit ou de laisser trop de traces de ma présence. Mais Jacques était patient comme le sont les hommes qui ont réussi. Et peu à peu, je me suis détendue. Il avait une femme de ménage Marie qui venait 3 jours par semaine. Mais les autres jours, je me suis surprise à cuisiner pour lui. Ça a commencé petit, un café le matin, des déjeuners simples. Mais Jacques appréciait tout avec l'enthousiasme de quelqu'un qui mangeait des plats de traiteur et de la cuisine de restaurant depuis des décennies. « C'est incroyable », a-t-il dit un soir, savourant le bœuf bourguignon que j'avais fait avec la recette de la mère d'Henri. « Je n'ai pas eu un repas maison comme ça depuis des années. »« Ce n'est rien d'extraordinaire », ai-je protesté. Mais au fond, je rayonnais.
Quand quelqu'un avait-il apprécié ma cuisine pour la dernière fois, Marc se plaignait que je faisais toujours les mêmes 5 plats. Sophie avait un jour suggéré d'essayer des saveurs plus modernes pour les dîners familiaux. Jacques a secoué la tête. C'est parfait. Tu es parfaite. Ce mot parfait aurait dû me mettre mal à l'aise. J'avais 67 ans avec des racines grises qui pointaient et des rides de rire devenues des plis permanents. Mes mains étaient tachetées d'âge, mon corps mou là où il avait été ferme. Je n'étais rien de parfait. Mais quand Jacques me regardait, je me voyais refléter dans ses yeux comme quelqu'un de beau, digne d'amour, d'attention et de soins doux. Nous sommes tombés dans des routines aussi naturelles que respirées. Café du matin ensemble sur la terrasse arrière où Jacques lisait ses rapports d'affaires et moi je regardais les oiseaux à ses mangeoires élaborés. Promenade l'après-midi autour de sa propriété où il me montrait les jardins qu'il avait plantés lui-même et la serre où il cultivait des orchidées comme hobby. Les soirées étaient pour parler. Nous avions 50 ans à rattraper et nous le faisions lentement avec soin comme des archéologues examinant des artefacts précieux. Je lui ai raconté les années maigres après la mort d'Henri où j'avais travaillé au grand magasin pour joindre les deux bouts. La solitude du veuvage, la façon dont les gens vous traitent comme une demi-personne une fois votre mari parti. Il m'a parlé de son affaire, comment elle était passée d'une petite entreprise de construction à un empire immobilier avec des projets dans 3 régions des femmes qu'il avait fréquentées au fil des ans. Des femmes intelligentes accomplies qui paraissaient parfaites à son bras au gala de charité, mais qui ne le comblaient jamais tout à fait. Il y a eu cette femme, a-t-il dit un soir, tandis que nous étions au coin du feu la pluie tambourinant aux fenêtres. Rebecca, avocate, brillante belle. Tout le monde disait que nous étions faits l'un pour l'autre. J'ai senti une pointe de jalousie qui m'a surprise par son intensité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai demandé en mariage, a-t-il dit doucement. La veille de Noël, il y a 5 ans. Grande mise en scène, restaurant avec vue sur la ville bague de chez Cartier, tout ce qu'elle voulait. Et elle a dit oui. Nous avions prévu le mariage pour le Noël suivant. Mais à mesure que la date approchait, j'avais ce sentiment que quelque chose clochait. Pas avec elle. Elle était tout ce qu'on pouvait vouloir chez une épouse, mais avec moi. Il a fait une pause, fixant le feu. La nuit avant le mariage, j'ai annulé. Jacques, non. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Il m'a regardé, alors ses yeux gris sérieux. Que j'étais encore amoureux d'une fille que j'avais connue 50 ans plus tôt et que ce ne serait pas juste de l'épouser tant que mon cœur appartenait à une autre. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Tu as annulé ton mariage à cause de moi, à cause du souvenir de moi, à cause de la possibilité qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, tu aies besoin de moi et que je sois là à t'attendre. Je l'ai fixé cet homme réussi beau qui aurait pu avoir n'importe qui et j'ai essayé de digérer ce qu'il me disait. C'est fou, hein? Il s'est penché en avant, prenant mes mains dans les siennes. Est-ce que plus fou que de garder ma carte de visite dans ton portefeuille pendant 50 ans? Il avait raison. Bien sûr, nous étions tous les deux fous, tous les deux vivant avec les fantômes de ce qui aurait pu être. Mais d'une façon ou d'une autre, contre toute attente, notre folie particulière nous avait ramenés l'un à l'autre. 3 semaines après mon arrivée, Marc a appelé. J'étais dans la cuisine de Jacques en train de préparer le dîner et de fredonner pour moi-même. Vraiment fredonner quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années quand mon téléphone a sonné. Le nom de Marc à l'écran m'a noué l'estomac d'une anxiété familière. « Allô mon chéri » ai-je dit, essayant de garder une voix neutre. « Maman ». Son ton était étrange, contrôlé avec soin. « J'essaie de te joindre, ton téléphone va droit sur messagerie. » C'était vrai. Je filtrais mes appels, pas prête à gérer la culpabilité ou l'obligation que Marc pourrait me jeter. J'étais occupée. Occupée à quoi? Madame Patel dit que tu as quitté la résidence temporaire il y a des semaines. Où vis-tu? J'ai regardé autour de la belle cuisine de Jacques, les fleurs fraîches qu'il avait ramenées ce matin, les verres à vin cher sur le comptoir. Je loge chez une amie. Quelle amie, maman? Tu n'as pas d'amis avec de l'argent. Son présupposé piquait en partie parce qu'il avait été vrai si longtemps après la mort d'Henri. J'avais laissé la plupart de mes amitiés s'effilocher. Trop fatiguée et trop fière pour entretenir des relations quand je n'avais rien à offrir en retour. Tu serais surprise, ai-je dit froidement. Il y a eu une pause et je pouvais presque l'entendre digérer cette info. Maman, je pense qu'on doit parler. Sophie et moi en avons discuté et nous pensons que nous avons peut-être été trop hâtifs. Peut-être que tu pourrais loger dans notre chambre d'amis un moment. Juste le temps de te remettre sur pied. L'offre qui aurait tout signifié 1 mois plus tôt sonnait maintenant vide, insultante même. Qu'est-ce qui a changé, ton avis? Une autre pause.
Nous avons réalisé que nous étions peut-être trop focalisés sur nos propres besoins. La famille doit se serrer les coudes. Ce qu'il voulait dire, ai-je réalisé, c'est qu'il avait probablement entendu par le réseau de ragots du quartier que sa mère ne vivait plus dans un abri. Quelqu'un avait vu une vieille dame avec un homme bien habillé dans une voiture chère. Marc était curieux, et la curiosité l'avait rendu généreux. « C'est très gentil de ta part, ai-je dit, mais je suis parfaitement heureuse là où je suis. Maman, tu ne peux pas juste t'installer chez un inconnu. Ce n'est pas sûr. Qu'est-ce que tu sais de cette personne? Je sais qu'il ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau, ai-je dit doucement. Je sais qu'il apprécie ma compagnie, qu'il aime ma cuisine et qu'il me dit que je suis belle tous les jours. Le silence qui a suivi a été si long que j'ai cru qu'il avait raccroché. C'est une sorte de relation, a demandé Marc, enfin à la voix tendue, de quelque chose que je n'identifiais pas. Désapprobation, embarras. Je ne pense pas que ça te regarde, ai-je dit, me surprenant par ma franchise. Bien sûr que si, tu es ma mère. Je m'inquiète que tu sois exploitée. Comme tu m'as exploitée, les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Aigus et amer. Maman, ce n'est pas juste un. Tu m'as tourné le dos quand j'avais le plus besoin d'aide. Tu as choisi le confort de ta compagne plutôt que la sécurité de ta mère. Et maintenant que tu penses que j'ai trouvé le bonheur ailleurs, soudain, tu t'inquiètes pour mon bien-être. J'entendais la voix de Sophie en fond, mais je ne distinguais pas les mots. Écoute, a dit Marc, son ton passant à la voix raisonnable et patiente qu'il utilisait quand il me trouvait difficile. Pourquoi ne pas amener ton ami à dîner dimanche? Nous aimerions le rencontrer. Non, non, ai-je dit non, Marc. Tu n'as plus le droit d'approuver ou de désapprouver mes choix. Tu as perdu ce droit quand tu m'as mise à la porte. Nous ne t'avons pas mise à la porte. Nous avons pensé à nous-mêmes, tout comme tu le fais maintenant. J'ai pris une profonde inspiration, me sentant plus forte que depuis des années. Je suis heureuse, Marc. Vraiment heureuse pour la première fois depuis plus longtemps que je ne peux me souvenir. Si tu veux faire partie de ma vie, tu es le bienvenu pour essayer, mais tu ne dictes plus les termes. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre, mes mains tremblant légèrement d'adrénaline, d'avoir enfin dit ce que j'aurais dû dire des semaines plus tôt. Jacques m'a trouvé quelques minutes plus tard debout à la fenêtre de la cuisine, fixant ses jardins sans vraiment les voir. « Tout va bien » a-t-il demandé, m'enlaçant par derrière. Je me suis adossée à sa poitrine, laissant sa chaleur chasser le froid de l'échange avec Marc. « Mon fils a appelé. Il veut te rencontrer. » Bien, a dit Jacques, pressant un baiser sur le sommet de ma tête. J'ai hâte de le rencontrer. Je me suis tournée dans ses bras, étudiant son visage. Tu n'es pas inquiet de ce qu'il pensera, de ce qu'il dira. Jacques a souri, ce sourire confiant qui m'avait fait tomber amoureuse de lui la première fois. Odette, j'ai attendu 50 ans que tu rentres à la maison. Je ne vais pas laisser qui que ce soit, pas même ton fils, te faire douter que tu as ta place ici. Debout dans ses bras, dans cette belle cuisine, j'ai réalisé qu'il avait raison. J'avais ma place ici. Pas à cause de son argent, ou de sa maison, ou de son succès, mais à cause de la façon dont il me regardait comme si j'étais la réponse à toutes les prières qu'il avait murmurées. Pour la première fois depuis la tornade, je me sentais exactement là où je devais être. Le mariage n'avait rien à voir avec le premier. Quand j'ai épousé Henri, il y a 48 ans, tout tournait autour de ce que les autres attendaient. Robe blanche, cérémonie à l'église, réception au centre communal avec un DJ et un bar payant. Nous avions invité tout le monde, même ceux qu'on n'aimait pas particulièrement, parce que c'est ce qu'on faisait. On accomplissait le rituel pour la communauté, pas pour soi. Cette fois, Jacques et moi avons fait exactement ce que nous voulions. La cérémonie a eu lieu dans son jardin arrière un matin d'octobre, frisqué 6 mois après cet appel sur le parking du McDonald's. Le maire était un vieil ami de Jacques, et les seuls témoins étaient Marie, la femme de ménage, et Thomas, le partenaire d'affaires, et meilleur ami de Jacques depuis 30 ans. J'ai porté une simple robe bleue que Jacques disait faire ressortir mes yeux, et il portait un costume anthracite qui le rendait distingué et beau. Pas de chichi, pas de fanfare, pas de stress pour impressionner qui que ce soit. Juste 2 personnes qui s'étaient de retrouver après un demi-siècle promettant de passer le temps qu'il leur restait ensemble. Marc est venu au mariage. J'avais hésité à l'inviter même, mais Jacques m'a convaincu d'essayer une fois de plus. « C'est ton fils » a-t-il dit simplement. « Tu le regretteras si tu ne lui donnes pas une chance de bien faire. » Alors je l'ai appelé 2 semaines avant la cérémonie. Jacques et moi nous marions, ai-je dit sans préambule, le 15 octobre à 14 heures. Tu es le bienvenu, mais Sophie n'est pas invitée. Le silence de l'autre bout a duré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. « Maman, a-t-il dit, enfin tu connais à peine cet homme.
Je le connais depuis plus longtemps que ton père quand je l'ai épousé. C'était différent. Tu étais jeune alors? Oui, je l'étais. Et j'ai fait des choix basés sur ce que je pensais devoir faire, pas sur ce que je voulais. Je ne refais pas cette erreur. Une autre pause. Et Sophie, elle fait partie de ma vie. Si tu ne peux pas l'accepter, je peux l'accepter, l'ai-je interrompu. Mais je ne me laisserai plus manipuler par elle. Elle a été claire que je n'étais pas la bienvenue chez vous quand j'avais besoin d'aide. Maintenant, elle n'est pas la bienvenue à mon mariage. Les actes ont des conséquences, Marc. Il est venu seul, l'air mal à l'aise, dans un costume qui valait sûrement plus que mon ancien budget course mensuelle. Il a serré la main de Jacques poliment, fait la conversation appropriée et même réussi à sourire quand le maire nous a déclarés mari et femme. Mais je voyais le calcul dans ses yeux, la façon dont il inventoriait la maison de Jacques, sa voiture, les signes évidents de richesse. Ce n'était pas pour soutenir le bonheur de sa mère, c'était pour se positionner pour ce qui pourrait suivre. Après la cérémonie, tandis que nous étions autour de la table à manger de Jacques, partageant le simple déjeuner que Marie avait préparé, Marc s'est éclairci la gorge. Alors Jacques a-t-il dit avec une fausse désinvolture qui m'a mise en alerte immédiate. Maman m'a dit que vous êtes dans l'immobilier. Ça doit être un travail intéressant. Jacques a souri, mais j'ai vu le léger serrement autour de ses yeux. Il reconnaissait ce qui se passait lui aussi. Ça a ses moments. Je suis dans les assurances, moi-même, propriété commerciale, surtout. Nous devrions parler un jour de synergie potentielle. Peut-être a dit Jacques d'un ton neutre, puis a changé de sujet vers quelque chose de plus sûr. Mais Marc n'était pas découragé. Au fil des semaines suivantes, il a commencé à appeler régulièrement, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Il demandait de ma santé, de mon bonheur, comment je m'adaptais à la vie de couple. Mais chaque conversation finissait par tourner autour des affaires de Jacques, de ses investissements, de ses plans pour l'avenir. Le pire était de le voir essayer de charmer Jacques pendant nos dîners occasionnels. Marc avait hérité du talent naturel de vendeur de son père et il l'utilisait comme une arme régalant Jacques d'histoires, destinées à montrer quel fils dévoué il était, combien il avait toujours apprécié tout ce que j'avais fait pour lui. C'était tout des mensonges, bien sûr. De l'histoire révisée pour se positionner comme l'enfant aimant méritant de profiter de la bonne fortune de sa mère. Jacques voyait clair immédiatement, mais il était trop poli pour le dire directement. Au lieu de ça, il serrait ma main sous la table pendant les numéros de Marc. Un rappel silencieux qu'il comprenait exactement ce qui se passait. Sophie, pendant ce temps, avait apparemment décidé que si elle ne pouvait me battre, elle me rejoindrait. Elle a commencé à envoyer de petits cadeaux, des bougies chères, des chocolats fins, une écharpe en soie, qui valait plus que ce que je dépensais en vêtements par an. Chaque cadeau venait avec une carte exprimant combien elle était heureuse que j'ai retrouvé l'amour, qu'elle espérait qu'on pouvait repartir à zéro. Elle essaie d'acheter son chemin de retour dans tes bonnes grâces, à observer Jacques un soir tandis que je déballais un énième offrande de paix. Je sais, ai-je dit, posant de côté le plaid en cachemire qu'elle avait envoyé. La question est qu'est-ce qu'elle pense acheter? Nous l'avons découvert 3 mois plus tard. Marc a appelé un soir pendant que Jacques était à un dîner d'affaires, sa voix tendue d'une fausse préoccupation. « Maman, je dois te demander quelque chose et j'espère que tu ne seras pas offensée. » Mon estomac s'est noué. Quoi avez-vous et Jacques discuté de ce qui arrive assez bien quand tes biens à l'avenir? Le voilà, la question qu'il préparait depuis des mois. Marc, c'est incroyablement inapproprié de demander ça. Je m'inquiète juste pour toi. Tu es plus âgé maintenant et si quelque chose arrivait à Jacques, je veux m'assurer que tu es protégé, que tu ne sois pas exploité par ses associés ou des parents éloignés ou qui que ce soit. L'audace m'a coupé le souffle. Le même fils qui m'avait rejeté quand j'étais sans abri s'inquiétait maintenant de ma sécurité financière. Ma situation financière ne te regarde pas, ai-je dit froidement. Bien sûr que si. Tu es ma mère, si tu as besoin d'aide. Quand j'avais besoin d'aide, tu m'as rejetée. Souviens-toi de toi. Et Sophie avait décidé que je serais trop envahissante, trop perturbante pour votre petite vie parfaite. Maman, nous en avons parlé. Nous avons fait une erreur. Oui, vous en avez fait une. Et maintenant, vous en faites une autre. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre, mes mains tremblant de colère. Mais sous la colère, il y avait de la peine. Cette douleur profonde et persistante de réaliser que même maintenant, après tout, mon fils me voyait comme une opportunité plutôt qu'une personne. Jacques Matroqueville m'a trouvé en train de pleurer dans notre chambre quand il est rentré de son dîner. « Qu'est-ce qui s'est passé » a-t-il demandé, traversant immédiatement la pièce pour m'enlacer.
Je lui ai raconté l'appel de Marc, les mois de manipulation transparente, ma certitude croissante que mon fils ne me verrait jamais comme autre chose qu'un héritage potentiel. Jacques a écouté sans m'interrompre, sa mâchoire se crispant à chaque détail. « Je suis désolée, a-t-il dit quand j'ai fini. Désolée que ton fils soit trop égoïste pour voir quelle femme incroyable est sa mère. Je n'arrête pas de penser que je l'ai raté d'une façon ou d'une autre, que si j'avais été une meilleure mère, il serait un meilleur homme. » Jacques a pris mon visage entre ses mains, ses yeux gris sérieux. « Odette, tu l'as élevé du mieux que tu savais. Il a fait ses propres choix en adulte, et ces choix lui reviennent pas à toi. » 2 semaines plus tard, Jacques a convoqué Marc et Sophie à la maison. Il ne m'a pas demandé d'abord, juste annoncé au petit déjeuner qu'il les avait invités à dîner et qu'il y avait des choses à dire. J'ai passé la journée nerveuse, incertaine de ce que Jacques avait prévu. Mais quand Marc et Sophie sont arrivés ce soir-là, j'ai vu un côté de mon nouveau mari que je n'avais jamais vu. Jacques Moreau, l'homme d'affaires accompli, était redoutable d'une façon qui faisait reculer les adultes. Il était poli, gracieux, même, mais il y avait de l'acier sous la courtoisie qui sautait aux yeux de quiconque prêtait attention. Je voulais vous parler tous les deux d'Odette, a-t-il dit une fois que nous avions fini le dîner excellent de Marie et passé au salon de votre relation avec elle et de certaines attentes qui semblent s'être développées. Marc s'est agité mal à l'aise. Je ne suis pas sûre de ce que vous voulez dire. Je pense que si. Jacques, la voix agréable conversationnelle, est absolument inflexible. Vous vous êtes beaucoup intéressé à mes affaires, mes investissements, mes plans pour l'avenir. Vous traitez votre mère avec un niveau d'attention et de souci remarquablement différent de comment vous l'avez traitée quand elle avait vraiment besoin d'aide. Sophie a commencé à parler, mais Jacques a levé la main. « Je n'ai pas fini. Je veux être très claire sur quelque chose. Odette n'a pas besoin de votre approbation pour notre mariage, de votre permission pour être heureuse ou de votre protection contre les chasseurs de fortune. Ce dont elle a besoin, ce dont elle a toujours eu besoin, c'est que vous l'aimiez inconditionnellement comme elle vous a aimé toute votre vie. » Le visage de Marc était rougi d'embarras et de colère. « J'aime ma mère. Vraiment. Parce que de là où je suis, on dirait que vous aimez ce que vous pensez qu'elle pourrait hériter. Vous l'avez rejetée quand elle n'avait rien et vous la courtisez maintenant qu'elle est mariée à quelqu'un d'argenté. Ce n'est pas de l'amour, Marc, c'est de l'opportunisme. » Le silence qui a suivi était épais de tension. Sophie fixait ses mains, le visage pâle. Marc fusillait Jacques du regard, avec un ressentiment non dissimulé. « Je pense, à continuer Jacques doucement, que vous devez décider quel genre de relation vous voulez vraiment avec votre mère. Si vous voulez en faire partie parce que vous vous souciez vraiment de son bonheur, vous êtes le vous êtes le bienvenu ici quand vous voulez. Mais si vous êtes là, Begesklo, parce que vous pensez y gagner quelque chose, vous perdez le temps de tout le monde. » Après leur départ, Sophie traînant presque Marc dehors avant qu'il ne dise quelque chose qui empire les choses. Jacques et moi sommes restés dans le salon, main dans la main, dans un silence confortable. « Étais-je trop dure ?» a-t-il demandé enfin. J'y ai pensé, aux années à prendre les appels de Marc par obligation plutôt que joie, à la façon dont il m'avait fait sentir comme un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Non, ai-je dit enfin? Tu as été honnête. Peut-être pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui a dit la vérité sur son comportement. Ça fait 8 mois maintenant. Marc appelle de temps en temps, mais les conversations sont différentes, plus courtes, plus sincères, moins calculées. Il demande de mon jardin, de mon club de lecture, de mon bénévolat au refuge pour animaux. Il ne demande plus des nouvelles des affaires de Jacques. Sophie a arrêté d'envoyer des cadeaux. Je ne sais pas si nous aurons un jour la relation proche dont je rêvais avec mon fils, mais nous avons quelque chose d'honnête maintenant, quelque chose de vrai. Et peut-être à 68 ans, c'est suffisant. Ce matin, je me suis réveillée dans les bras de Jacques, les bras de mon mari dans la chambre qui est devenue la nôtre, dans la maison qui est devenue un foyer. La lumière du soleil filtrée par les fenêtres dominant les jardins que nous entretenons ensemble, et je sentais l'odeur du café que Jacques prépare chaque matin avant que je me réveille. À 68 ans, je suis plus heureuse que jamais. Pas à cause de l'argent de Jacques, ou de sa belle maison, ou de son succès, mais parce que quelqu'un me voit vraiment, et choisit d'aimer ce qu'il voit. La tornade a pris mon ancienne vie, l'a déchirée et éparpillé les morceaux. Mais parfois je pense, en regardant Jacques lire son journal matinal de l'autre côté de la table du petit déjeuner, que la destruction est juste un autre mot pour rénovation. Parfois, il faut perdre tout ce qu'on croyait vouloir pour trouver tout ce qu'on avait vraiment besoin.
Et parfois, si on a beaucoup de chance, le premier amour a une seconde chance de devenir l'amour éternel. La carte de visite que j'ai portée 50 ans est encadrée maintenant posée sur le bureau de Jacques dans son bureau. Un rappel que certaines promesses valent la peine d'être tenues, même quand il faut un demi-siècle pour les honorer, surtout alors. Maintenant, je suis curieuse de vous qui avez écouté mon histoire. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Dites-le moi en commentaire ci-dessous. Et pendant ce temps, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont des favorites de la chaîne et elles vous surprendront sûrement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.